votre reflet d'ici vous présente le point de vue de Gaëtan Lelièvre, un regard un peu plus détaillé sur l'actualité régionale, nationale et internationale. Cette semaine, Marc Hébert discute avec Gaëtan Lelièvre de l'hommage à l'ancien maire de Gaspé Arthur Drolet, du redécoupage de la carte électorale et des recours aux agences de placement dans les services de santé. Bonjour Gaëtan, comment vas-tu? Bonjour Marc, ça va très bien, merci. Toi aussi? Oui, très très bien, merci. Merci de revenir parmi nous là en 2023. Il se passe beaucoup de choses ces derniers temps. Puis on voit, je pense que l'année sera assez chargée de discussions au niveau géopolitique, politique et économique. Mais peut-être avant d'aller dans des sujets peut-être un peu plus justement politiques, est-ce que je sais que tu connaissais bien l'ancien maire de Gaspé, le maire Arthur Drolet, qui est décédé il y a pas si longtemps que ça. On a eu toute une discussion, une entrevue avec Daniel Côté aussi, mais j'aimerais t'entendre parce que toi, il me semble que tu as travaillé longtemps avec lui, non? Oui, effectivement. J'ai eu le plaisir de travailler avec Monsieur Drolet lors de mon arrivée à la ville de Gaspé comme DG en 2001. C'est lui qui était maire et j'ai travaillé avec lui jusqu'à son départ, donc pendant près de 4 ans. Écoute, je garde un excellent souvenir de Monsieur Drolet. C'est quelqu'un avec qui j'ai appris. J'ai appris certaines choses, notamment au niveau du développement économique. C'était sa grande force. Arthur Drolet était quelqu'un qui venait du privé, donc il avait une mentalité de gens d'affaires. Il était très supporté par la communauté d'affaires de Gaspé, notamment. Et c'est avec lui que Gaspé, à mon avis, a pris un grand virage au niveau économique, avec tout le développement de la filière éolienne. Moi, j'ai toujours dit qu'en Gaspésie, il y avait quelques personnes qui avaient été des acteurs clés, majeurs au niveau du développement de la filière éolienne. D'abord, il y a eu Bernard Landry, qui était le premier ministre du Québec, qui a cru en l'éolien, qui a développé cette filière-là et qui a donné une exclusivité à la région de la Gaspésie, Île-de-la-Madeleine et à la MRC de Matane. Et ensuite, comme acteurs locaux, je pense à Évangéliste Bourdage, qui a été un des pionniers dans le domaine. Je pense à Arthur Drolet, également, qui a été un des pionniers. Donc, Arthur Drolet a vraiment laissé sa marque au niveau du développement économique de la ville. Aujourd'hui, on bénéficie de centaines d'emplois, ben c'est parce qu'il y a un dossier qui a germé, qui a débuté dans les années 2000. Et M. Drolet, comme maire, a investi énormément de temps et d'énergie pour rencontrer des différentes entreprises qui, à l'époque, là, voulaient émerger dans le secteur éolien au Québec et en Gaspésie, dont, entre autres, General Electric. C'est lui qui a conduit toutes les négociations qui ont mené à l'ouverture de l'usine LM Wind Power. Je dirais aussi qu'Arthur Drolet était un maire qui avait un grand sens de l'équité, une vision de développement pour l'ensemble du territoire du Grand Gaspé. On sait que la ville de Gaspé est composée de 12 anciennes localités qui ont été fusionnées en 1970 pour la création du parc Forillon. Ça a donné une ville avec un étendue territoriale incroyable. Gaspé a déjà été parmi les plus grandes villes en étendue en Amérique du Nord. On parle d'une rue principale à Gaspé de 145 km de long. Écoute, il y a des MRC qui n'ont pas ça au Québec. Donc, Arthur Drolet était vraiment quelqu'un qui avait une vision globale et qui cherchait à développer au maximum l'ensemble des communautés du Grand Gaspé. Donc, en tout cas, ça a été un plaisir puis un privilège de travailler avec Monsieur Drolet, de le rencontrer, de connaître son épouse, plusieurs de ses enfants. D'ailleurs, un de ses fils, comme Daniel Côté le mentionnait, un de ses fils qui est ingénieur, Jean-François, travaille à la ville de Gaspé. Donc, des bons souvenirs que je conserve de Monsieur Drolet. Puis, je pense qu'on doit se souvenir de lui comme un développeur et quelqu'un qui avait une belle vision du développement du Grand Gaspé. Mais si je me trompe pas, en plus, il l'a pas eu facile dans le sens où pendant son mandat, c'était une période où la ville aussi, en général, le Québec traversait une crise économique. Donc, c'était comme, il fallait dealer avec ça en même temps. C'est extrêmement important ce que tu amènes là, Marc. Moi, je suis arrivé en avril 2001 à la ville de Gaspé comme directeur et quelques années avant, en 99, là, je regardais dans les dossiers. Quand je suis arrivé, on commençait à se relever de la crise, mais on était encore dedans, mais l'épicentre était passé. On commençait là à se relever, mais il y avait beaucoup de travail à faire. Et je me souviens là des chiffres suivants.
il y avait plus de 300 maisons à vendre sur le territoire de la ville de Gaspé et les institutions financières prêtaient à peu près 50% de la valeur des propriétés. Donc, ça donne une idée là de la crise, notamment immobilière, que traversait Gaspé et l'ensemble de la Gaspésie là au début, fin des années 90, début des années 2000. Donc, oui, Arthur Drolet est arrivé en 99, donc il était maire de Gaspé dans cette période difficile-là. Et bravo, parce qu'il a contribué activement à ce revirement, puis à cet essor économique que la ville a connu dans les années qui ont suivi. Merci en tout cas de le souligner. Là, j'aimerais parler un petit peu du redécoupage de la carte électorale au niveau fédéral. Peut-être avant d'aller dans ce qui se passe là concrètement, est-ce que tu voudrais, pour des gens qui sont comme moi un peu moins initiés à ça, déjà une carte électorale, comment est-ce que ça fonctionne, puis pourquoi est-ce qu'on découpe déjà par zone certains secteurs de notre région? Mais oui. Tant au fédéral qu'à Québec, on découpe le territoire en district électoral, en comté, en circonscription, et majoritairement, le découpage électoral est basé sur le critère de la population. Donc, on veut avoir des circonscriptions électorales qui sont à peu près égales en termes de poids populationnel. Et c'est là que le problème se pose pour des régions comme la Gaspésie, parce que nous, on a des immenses territoires avec une faible densité de population. Donc, on a moins de gens, moins d'occupants sur notre territoire, mais on a des immenses territoires à couvrir. Donc là, c'est là que entre en jeu toute la question de l'équilibre entre le poids populationnel et l'étendue du territoire. Parce que on sait que pour permettre à un député ou une députée de faire son travail correctement, je pense qu'on doit lui offrir une circonscription avec une dimension, je dirais, humaine en termes de capacité d'intervention pour lui permettre d'être près de son monde, de pouvoir rencontrer ses commettants, ses citoyens, citoyennes, ses électeurs, électrices régulièrement, mais aussi pour permettre, dans le sens dans l'autre sens, aux électeurs, électrices, puis aux intervenants socio-économiques de pouvoir avoir accès à leurs députés fédéraux et provinciaux. Donc, c'est toute la question de cet équilibre-là entre l'étendue du territoire et la population qui crée présentement un problème au niveau de la nouvelle carte électorale qui est proposée par le gouvernement du Canada. Parce que là, on veut, dans le fond, abolir la circonscription de Matapédia-Métis-Matane et la remplacer ou l'inclure plutôt dans deux circonscriptions qui sont finalement Gaspésie-de-la-Madeleine et Rimouski. Donc, ça ferait en sorte que le territoire, la circonscription électorale du comté de Gaspé, qui est détenue par Mme Diane Leboutillier, notre ministre régionale, serait étendue jusqu'à une partie du secteur de la Matapédia, de la Métis, Matane. Donc, puis l'autre portion du territoire serait avalée ni plus ni moins par Rimouski. Donc, on étend le territoire du comté de Gaspé encore sur une plus longue distance. Et on agrandit également celui de Rimouski. Donc, c'est quoi les conséquences? Les gens pourraient dire, oui, mais bon, c'est quoi? En bout de ligne, qu'est-ce que ça cause comme préjudice? Ben, c'est un peu ce qu'on disait tantôt. C'est toute la question de l'accessibilité aux députés. C'est toute la question aussi du travail du personnel des bureaux de députés qui doivent connaître l'ensemble des intervenants, bien connaître les particularités, les enjeux du territoire. Et c'est clair que plus ton territoire est grand, en étendue, plus ça te prend de personnel. Puis même si tu as beaucoup de personnel, à un moment donné, la problématique, c'est que les bureaux sont localisés à 1, 2, des fois 3 endroits sur le territoire. Et ces gens-là, souvent, ils ont une bonne connaissance fine des enjeux parce que le territoire qu'ils desservent est plus grand. Puis il y a des particularités, il y a des enjeux qui sont vraiment différents d'un secteur du comté à un autre secteur. Puis même souvent, il y a même de la compétition, hein. Imaginons que le nouveau comté, tel que le fédéral le propose, là, ce nouveau comté-là qui inclurait la MRC de la Matanie, une partie du secteur de Montjoly et toute la Gaspésie et les îles, ben il va arriver à un moment donné des dossiers où la ministre ou le député va être un peu pris entre l'arbre et l'écorce parce que c'est sûr qu'il y a des dossiers en compétition entre le secteur de la Matanie puis le secteur de la Gaspésie. Donc ça, c'est un des éléments aussi qui doit être pris en considération.
Puis l'autre élément, ben c'est toute la question aussi du sentiment d'appartenance. Tu sais, pour qu'une région, un comté soit fort, selon moi, puis je pense que je suis pas tout seul à penser ça, il y a certains intervenants en développement local et régional qui confirment que la dimension du sentiment d'appartenance doit être un critère à considérer pour l'établissement de circonscriptions électorales, de territoires de MRC, de régions administratives. Donc, ce qu'on constate, là, Marc, depuis plusieurs années, et de façon continue et très inquiétante, c'est qu'on est en train de banaliser toute la question du sentiment d'appartenance, la question de la capacité d'un territoire, des intervenants d'un territoire à se concerter, à se mobiliser, en repoussant de plus en plus les limites géographiques des différents territoires, soit administratifs, soit électoraux, etc. Donc, moi, ce que je constate, c'est que c'est une menace parce que la mobilisation sur le territoire, la concertation, c'est une condition de base au développement, une condition incontournable. Et plus on agrandit les territoires, plus les intervenants sont, je dirais, un peu, sont moins portés à travailler en concertation. D'abord, ils se connaissent moins, ils ont des réalités, des enjeux et des dossiers qui sont très différents. Puis la concertation est plus difficile à obtenir. Donc, c'est un piège un peu. Il faut vraiment être vigilant par rapport à toute cette démarche-là d'agrandissement de nos territoires de référence, parce que les régions comme la Gaspésie sont généralement perdantes dans des exercices comme ça. Et l'exemple là, de l'agrandissement de la circonscription électorale dans la région du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, c'est un exemple de plus là dans ce sens-là. Oui, comme tu me le mentionnais aussi dans une autre émission, il y a ce contraste où tu peux avoir sur l'île de Montréal des circonscriptions, tu peux le faire à pied ou à vélo, te déplacer. Je comprends que c'est au niveau de la population et à l'inverse, des territoires comme la Gaspésie où on va avoir des immenses circonscriptions qui sont vraiment énormes à parcourir au niveau des territoires. Oui, puis tu sais, aujourd'hui, depuis longtemps, on est capable de faire preuve d'intelligence, d'imagination, de créativité pour permettre de mettre en place des mécanismes autres que juste une norme bête qui est un chiffre. Par exemple, quand on dit qu'une circonscription électorale devrait avoir en moyenne, disons, 60 000 électeurs, électrices, ben ça, c'est une norme bête. C'est bête un chiffre, là. Il n'y a pas de gros bon sens dans un chiffre. C'est une norme mathématique pure. On devrait ajouter à ce critère populationnel, des critères comme l'étendue du territoire, la capacité du milieu à se concerter, les affinités territoriales, etc. Puis ça, malheureusement, c'est pas pris en compte, puis ça donne l'aberration que tu mentionnais. Tu sais, il y a des députés qui peuvent parcourir à pied dans quelques heures leur circonscription en milieu urbain, puis nous, en région, c'est quelques jours des fois en auto, pour rencontrer les partis à chacune des extrémités du territoire. Donc, c'est un exemple, une fois de plus, de la méconnaissance de la réalité des régions qui se traduit dans des réformes comme, entre autres, là, la révision de la carte électorale. Et puis, on avait un troisième sujet qui nous interpellait, c'était au niveau des recours aux agences par le gouvernement, des agences de placement dans les services de santé, parce qu'on avait vu que ce chiffre avait explosé depuis ces dernières années. Avant juste qu'on parle de ce qui se passe là, déjà, peut-être juste nous donner un petit reflet des quoi, c'est quoi déjà ces agences de placement? Ben, c'est que les hôpitaux, notamment, doivent recourir à du personnel de l'extérieur qui sont fournis par des agences privées. Ça peut être, par exemple, au niveau des infirmiers, infirmières, ça peut être au niveau des préposés aux bénéficiaires, ça peut être au niveau de personnel clinique comme techniciennes de laboratoire. Donc, l'ensemble du personnel qui, notamment, se retrouve dans nos hôpitaux est susceptible d'être dispensé par des agences privées de plus en plus. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'on a une pénurie de personnel permanent dans nos établissements de santé. Donc ça fait en sorte qu'il y a eu une explosion là phénoménale des coûts pour le CIS, notamment de la Gaspésie, au plan justement de l'engagement des ressources externes via des agences privées au lieu de recourir à du personnel permanent engagé directement par le CIS. Puis à titre d'exemple, en 2017-2018, le CIS de la Gaspésie a dépensé 1,2 million de dollars pour recourir à des agences en placement de personnel.
Donc, 1,2 million de dollars en 2017-18. Et en 2021-22, on parle de 4 années plus tard, c'est pas 1,2 million de dollars, c'est 25,5 millions de dollars qui a été investi par le CIS ou qui a été dépensé plutôt. C'est pas un investissement, selon moi, c'est une dépense dans du personnel qui venait des agences. Donc, ce sont des agences privées. Ces agences-là, c'est bien sûr qu'étant dans le domaine privé, ils doivent faire des profits. Et on sait que souvent, les agences du privé vont offrir des conditions de travail plus intéressantes. Entre autres, une rémunération plus élevée que le secteur gouvernemental. Donc, tout ça, ça fait en sorte qu'ils ont moins de difficultés à recruter du personnel, notamment la question du fameux temps supplémentaire obligatoire qui est une menace pour je dirais, le maintien de nos effectifs dans nos établissements de santé, notamment au plan des infirmières. Ben ça, le temps supplémentaire obligatoire, il y en a pas au niveau des agences privées. Alors, dans nos hôpitaux, on l'oblige, malheureusement encore trop souvent, même si ça a diminué. Fait que tout ça, ça fait en sorte que les agences privées se positionnent mieux, ont plus de personnel et sont en mesure d'offrir du personnel à nos hôpitaux en région et à travers l'ensemble du Québec qui sont en manque de personnel. Mais ça coûte cher. Tout ça, c'est bien beau, mais ça coûte extrêmement cher. Selon les chiffres, en moyenne, le salaire, le taux horaire d'un employé dans le réseau de la santé est autour de 40 $ de l'heure. Mais le prix que le CIS de la Gaspésie et tous les autres CIS au Québec payent à des agences privées, en moyenne, c'est 135 $ de l'heure. Donc, on passe de 30 à 40 $, dépendamment de l'heure, dépendamment des postes, à 135 $ de l'heure. C'est 4 fois plus cher. Donc ça, c'est un cercle vicieux. Oui, parce qu'en plus, ces gens-là, pour que les gens comprennent bien aussi, ces agences vont aller chercher du monde quelque part au Québec, les placer là, mais c'est juste temporaire. C'est pas des gens qui viennent s'installer dans la région pour du long terme et avoir des contrats directs avec le CIS, non? Effectivement. Ça aussi, c'est important. Donc, à l'aspect financier, ça coûte 4 fois plus cher d'avoir recours aux agences privées que d'engager nos propres employés. Mais l'autre élément, les autres éléments qu'on peut questionner aussi, c'est est-ce que ces personnes-là, malgré toute leur bonne volonté, est-ce qu'ils sont en mesure de donner un service équivalent, aussi bon que le personnel qui, de façon régulière, est affecté à un établissement de santé? On peut penser, par exemple, à la connaissance de l'ensemble de l'organisation. On peut penser à la connaissance des collègues de travail, du corps médical, etc. On sait que chaque établissement a des pratiques qui lui sont particulières, pas de façon générale, mais il y a des particularités. Donc, quand tu arrives, puis tu passes une semaine à Chandler, une semaine à Montréal, une semaine à Trois-Rivières, je suis pas sûr que tu as le temps de t'implanter dans l'organisation puis connaître tout ce rouage-là. Donc, on peut se questionner aussi, est-ce que ça a un impact sur la qualité du service, malgré encore là toute la bonne volonté de ce personnel-là qui vient des agences privées? On peut se poser la question. Puis finalement, en troisième lieu, l'impact là très important et fort négatif qu'on retrouve dans nos communautés, c'est que ces gens-là, ils ne font que passer. Ils passent quelques jours, une semaine, quelques semaines dans notre région, mais ce ne sont pas des gens qui vont s'installer, qui vont fonder une famille, qui vont acheter une maison, louer un appartement. Donc, c'est toute l'occupation du territoire, c'est toute la question du développement local, régional qui est affectée par le fait même. Sans parler que ces gens-là, ces professionnels-là qui viennent généralement s'installer de façon permanente, ce sont des gens avec des compétences qui s'impliquent dans la communauté, dans des organismes, dans des causes, dans le sport, les loisirs. Donc, c'est tout ce tissu social-là qui n'est pas présent, malheureusement, quand on a recours à du personnel des agences privées. Donc, 4 fois plus cher pour nos établissements de santé, un service qui peut-être, malgré toute la bonne volonté du personnel des agences, n'est peut-être pas aussi bon que des gens qui sont implantés dans des organisations depuis longtemps. Puis en plus, ça nuit à l'amélioration de notre tissu social, de notre milieu de vie, parce qu'on perd des belles familles qui pourraient s'installer de façon permanente dans nos communautés. Donc, un obstacle aussi à l'amélioration de la démographie. Bon, c'est sûr que juste à t'entendre comme ça, j'ai l'impression que des fois, cette somme d'argent investie dans ces agences pourrait très bien être placée au niveau local pour peut-être faire fructifier la main-d'œuvre plus à long terme, j'ai l'impression. Mais bon, après, ça, c'est un regard des finances du gouvernement. Mais tu as absolument raison.
Écoute, c'est gros quand on dit là que c'est 4 fois plus cher, puis quand on parle d'une facture de 25 millions de dollars. Donc, ça veut dire, en résumé, qu'on paye 25 millions un service, puis si on avait si le service était dispensé par nos ressources internes, ça coûterait entre 4 et 5 millions, parce qu'on parle de 4 fois plus cher. Donc, ce qui devrait coûter 4 à 5 millions en coûte 25 millions. Fait que entre les deux, moi, je décode un 20 millions qui pourrait être investi ailleurs, dans la communauté ou dans le réseau de la santé qui a grandement besoin d'investissements supplémentaires. Puis ça, c'est juste les chiffres pour notre petite et belle région de la Gaspésie. Imagines-tu la facture d'un établissement à Montréal ou à Québec, dans les grands centres? C'est énorme, là. Ils ont une masse de travailleurs incroyable. Donc, c'est des centaines de millions, sûrement de budget supplémentaires que certains hôpitaux, je dirais, investissent ou gaspillent malheureusement dans leur budget d'opération. Donc, c'est une facture incroyable pour le gouvernement du Québec. Et en plus, ça apporte tous les inconvénients qu'on vient de mentionner précédemment. Merci en tout cas Gaëtan de nous éclairer là sur ces points-là qui sont vraiment intéressants déjà de savoir un peu comment dans le détail comment ça fonctionne et puis on fera un peu les suivis de ces dossiers-là. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ton temps et puis à bientôt. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée à tout le monde. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Venez visiter la boutique Ariane Turbide et découvrez un univers de cadeaux à offrir à l'être cher. Notre grande gamme de choix de bijoux pour aller lui vous permettra à coup sûr de personnaliser chacun de vos cadeaux. Bijoux en or, en argent, montres et accessoires de toutes sortes et des cadeaux pour les jeunes et moins jeunes. Venez découvrir nos exclusivités en boutique. L'équipe de la boutique Ariane Turbide se fera un grand plaisir de vous servir et vous conseiller judicieusement.